La CEI, la Commission électorale indépendante, a ouvert depuis le 25 juillet dernier la phase des dépôts de candidatures aux partis, groupements et acteurs politiques. Avant la date butoir, cette étape fixée au 26 août prochain, la CEI continue de recevoir de nombreuses candidatures, surtout ces derniers jours. Des visages de la scène bien connus comme des anonymes se succèdent à la résidence Angoa. À ce jour, plus de 20 candidatures ont été enregistrées à la CEI. Si certains se félicitent de la multiplicité des candidatures, gage d'une vitalité démocratique, des citoyens dénoncent notamment via les réseaux sociaux des candidatures fantaisistes où l'on note des pièces manquantes. L'on pourrait noter la copie de reçu de cautionnement, la preuve du parrainage indispensable pour faire valider sa candidature. Selon les textes en vigueur, le verdict final revient au Conseil constitutionnel qui recevra les dossiers de candidature de la CEI. Monsieur, dans la première partie de cette émission, on va passer en revue les visages les plus illustres, les figures historiques qui sont sur la scène politique connue de tous. On va décortiquer leurs ambitions, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances. Et dans la deuxième partie, on va revenir sur les conditions même pour déposer son dossier de candidature, tant le débat sur l'intérêt pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas réuni les parrainages ou qui n'est pas capable de produire le document consacrant son paiement de caution. On fait débat sur les réseaux sociaux et bien sûr dans la société ivoirienne. Alors on va commencer effectivement par celles et ceux qui ont déposé leur dossier de candidature, des plus illustres aux plus anonymes. Analyse, réaction d'entrée de jeu. Docteur Jean-Xavier Kouadio, on commence avec vous, c'est votre baptême du feu. Merci, monsieur Ali. Depuis le 25 juillet 2025, on assiste à la rue des Deux Plateaux, au dépôt, on dira, progressif des dossiers de candidature de plusieurs candidats, on va parler comme ça. Il y en a des jeunes, il y en a des vieux, il y a des professionnels de la politique. Jusqu'à ce soir, je crois qu'on était à la 26e personne, en la personne du président du PDCI, M. Tidjane Thiam. Alors, on est bien tenté de se demander pourquoi ce dépôt de candidature-là actuellement pour M. Tidjane Thiam, par exemple, au nombre de ceux qui ont déposé. On pourrait penser à ce niveau-là que on a un pas de foi qui est posé, un acte politique. Quand on sait qu'il n'est pas inscrit sur la liste et qu'il vient déposer, on pourrait penser à un acte politique qui est posé dans l'intention d'envoyer un signal fort au pouvoir. C'est une sorte de pression qu'on envoie, une sorte de message qu'on envoie au pouvoir pour l'inviter à ouvrir le dialogue politique. Voilà. Donc, il y a aussi, c'est le signe aussi de l'intérêt pour les jeunes, pour la politique. Ali, on l'a dit, la politique est laide, elle ne plaît pas, les jeunes n'aiment pas la politique. Et vous l'avez vu cette semaine d'ailleurs avec Al-Amin, que les jeunes ont commencé à s'intéresser à la politique. Et dans le lot de ceux qui ont déposé, on en voit également assez de jeunes. Il y en a de 24 ans et voilà. Et ça, je crois qu'il y a 24 ans, 35 ans, Jean-François Kouassi. Et enfin, ce dépôt de candidature-là pourrait montrer une santé démocratique. Voilà, une santé démocratique, une bonne santé démocratique pour notre pays. Voilà, tout le monde veut présider au destiné de la Côte d'Ivoire et libre à chacun d'aspirer. Donc voici les premières lectures que je peux faire du dépôt de ces candidatures. D'accord, très bien. Docteur Adiolo, allez-y. Merci, M. Diarra-Souba. Le balai que nous observons au niveau de la commission électorale indépendante peut être interprété comme un signe de vitalité démocratique. On sait que certains grands partis avaient émis un certain nombre de griefs contre la commission électorale indépendante et contre le gouvernement, estimant que certains cadres de la scène politique avaient été exclus. Et on avait souvent dit sur des plateaux que, à notre connaissance, aucun test de loi en Côte d'Ivoire n'interdit un parti politique de présenter des candidatures. On a la preuve aujourd'hui que le PDCI, en tant qu'entité politique,
est allé déposer la candidature de son mentor, même si cela fait débat. Je pense que votre question ici nous ramène à une analyse SWOT des différents candidats qui ont déjà déposé leur dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Parmi les candidats qui ont déjà déposé, prenons le cas de M. Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan a déjà déposé son dossier de candidature. Est-ce qu'il remplit toutes les conditions? Ce sera au Conseil constitutionnel de décider. Mais Pascal Affi-N'Guessan, c'est quand même un ténor de la scène politique ivoirienne. Je crois, premier maire élu au compte du Front populaire ivoirien dans les années 1990, au niveau de Bongouanou. Un monsieur très brillant, intelligent, même si je ne le connais pas, mais pour ce que j'entends, il paraît que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a une très belle lecture, une très belle analyse des choses. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'en 2000, Laurent Gbagbo le nomme Premier ministre à la surprise générale. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience quand même de la scène politique ivoirienne. Il connaît les différents enjeux. Je pense qu'il a un programme aussi de société qu'il a eu le temps quand même d'étoffer. Maintenant, avec l'émiettement de la gauche, a-t-il ses chances? Attendons pouvoir au soir de l'élection présidentielle. D'abord, est-ce que sa candidature sera retenue? Attendons pouvoir. Mais en termes de chance, je pense qu'il n'a pas pu remporter le conseil régional du Moronou, alors que pendant quelques années, quand même, il était à la tête du conseil régional. Je pense que son image a pris un coup lorsqu'il n'a pas pu avoir la tête du conseil régional. Simone Gbagbo, on nous dit qu'elle va déposer sa candidature, attendons pour voir, mais Jean-Louis Billon, que nous avons reçu ici. Bon, Jean-Louis Billon, je l'ai déjà dit, il y a longtemps qu'il est dans les starting blocks, même s'il n'a jamais eu le courage de franchir le Rubicon sous Henri Konan Bédié, mais c'est quelqu'un quand même depuis longtemps qui s'organisait. Il a quand même eu le temps de préparer un projet de société, il nous l'a dit ici sur ce plateau. Attendons pour voir le contenu, même s'il n'a pas décliné les grands axes, on en sait quand même plus ou moins. Selon certaines indiscrétions, il aurait réussi à boucler ses parrainages. Est-ce que cela va suffire pour qu'il se présente devant les Ivoiriens? Attendons pour voir. Mais c'est un candidat qui peut quand même aller griffonner quand même au niveau du PDCI. Voilà. Très bien. Et puis, on a des novices aussi, des novices qui sont en politique que nous ne connaissons pas, mais je pense qu'on aura le temps de faire le débat. Il y a aussi certains comme Assalé Tiemoko. J'ai lu dans la presse qu'il se plaignait du fait qu'il y avait un engorgement au niveau de la commission électorale indépendante et qu'il était très difficile pour certains candidats d'aller déposer leur candidature. Donc attendons pour voir ce que tout cela va donner. Merci. Très bien. Arthur Manga, c'est à vous. Première réflexion, je pense qu'il y a... On va revenir peut-être à la deuxième partie là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir à quel mécanisme on va faire pour mettre en place pour avoir des candidatures plus crédibles en soi, parce que... Donc, comme vous dites, c'est le sens de la démocratie, c'est le dynamisme de la démocratie, que tout le monde puisse concourir finalement. C'est peut-être un choix. La démocratie a des règles. On est d'accord. On a fixé des sauf règles. Que jusque-là, celles et ceux qui se présentent à la CEI, à la limite, respectent les règles. Non. Rien n'interdit qu'on dépose son dossier de candidature. Je pense qu'on a... Bon, on reviendra à ça la deuxième partie. Bien sûr, c'est exactement. À ça. Après, il y a quand même quelques éléments d'analyse sous l'idée que certains pourront... Il y a déjà des visages qu'on avait perdus de vue. Lagou Henriette, il y a des visages qui essaient de marquer un Djebi, le député, je crois, de Olivier Djebi. Voilà, qui essaie de marquer des choses, même si je pense que je suis prêt à parier qu'ils n'ont pas rempli les parrainages. On peut se concentrer sur certains acteurs. Notamment, le premier mois qui m'a un peu marqué, c'est Affi-N'Guessan. S'il a déposé et que ses équipes annoncent qu'ils ont bouclé les parrainages, ils l'ont bouclé peut-être, mais on verra la validation par du Conseil constitutionnel. Moi, au départ, pour moi, c'était du 50-50 de voir Affi-N'Guessan. C'est vrai, à son avantage, il connaît la vie politique, il a été déjà candidat 2 fois, en 2015. N'oublions pas qu'en 2020, sa candidature a été retenue, même s'il a ensuite boycotté
l'élection, voilà. Mais en même temps, il y avait des signes un peu inquiétants. D'ailleurs, quand vous dites qu'il a été nommé à la surprise générale, le Premier ministre, c'est logique, il était directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Donc, en général, le directeur de campagne passe Premier ministre. Il y avait des signes quand même inquiétants, notamment cette défaite électorale, notamment son parti qui s'est un peu frité avec le départ de certains de ses lieutenants dans une autre mouvance. Si malgré tout réussit à remplir ses parrainages, pour moi c'est une belle perf. Je mettais 50-50 sur lui et donc c'est une belle perf. Après pour lui, si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, il a tenté un rapprochement ces derniers moments avec le Front commun. On sait très bien que le Front commun n'ira... Bon, j'ai envie de dire... Si on pose élection, quel sera le regard sur Afingessant des militants de ces partis-là? Est-ce que s'ils continuent le chemin des élections, on ne va pas encore retrouver le traite, etc. Mais il peut être aussi celui qui va incarner la gauche dans cette élection-là. Comme il a pu le faire en 2015, comme il a manqué de le faire en 2020, il y a une opportunité pour lui. Après, il y a Jean-Louis Billon, qu'on a attendu et qu'on a vu. Pour moi, sous réserve que ses parrainages, que sa candidature soit validée, c'est quelqu'un pour moi qui joue gros avec cette élection présidentielle. Parce que Jean-Louis Billon, s'il se retrouve dans des performances comme celle de KKB il y a quelques années, autour de 3%, etc., ça va faire tache d'huile. Son avenir sera quasiment compromis à partir de cette élection. En revanche, s'il réussit une belle perf, il peut encore compter, soit sur un mouvement qu'il peut mettre en place, rassemblant tous les hommes de droite, tous fouettistes, etc., avec une alternative, soit au sein du PDCRDA. Mais pour moi, il joue gros. Il joue gros d'autant plus qu'il est parti de lui-même, sans le soutien de son parti. Après, deuxième question pour lui, est-ce qu'il pourra capitaliser ceux au PDCRDA qui veulent participer aux élections? Parce qu'il y en a encore qui croient, puisque leurs dirigeants leur demandent de croire en ce que la candidature de Thiam sera retenue. Quand elle sera rejetée logiquement, que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Louis Billon pourra capitaliser? Et puis, on attend, je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il déposera demain ou après-demain à Salé, Tiemoko, qui pour moi sera la question de la troisième voie. Avec Assalé Tiemoko, on va voir réellement en Côte d'Ivoire s'il pèse une troisième voie, s'il y a une troisième voie qui existe vraiment, si on peut créer un mouvement citoyen hors parti politique. C'est Assalé qui va nous permettre de le vérifier. Et puis, il y a deux candidatures, deux dépôts politiques. Deux dépôts politiques. Pour moi, c'est le dépôt de la candidature de Tidiane Thiam aujourd'hui et celle de Laurent Gbagbo, je pense, demain. En toute logique, on sait très bien que ces candidatures seront rejetées par le Conseil constitutionnel parce que tout simplement, ces deux candidats ne sont pas électeurs, donc ils ne seront pas théologiquement candidats. Mais pour ces partis politiques, notamment le PPACI et le PDCI, c'était important peut-être pour eux de marquer un coup politique, de se dire qu'on peut encore mettre la pression, d'entretenir l'espoir d'une décision et aussi de faire rêver leurs militants. Donc aujourd'hui, certains de leurs militants croient encore. Je pense que ces deux dépôts-là sont des dépôts politiques, même s'ils ont très peu de chances d'aboutir. Et puis il y a Simone Gbagbo dont on parle, qui, un peu comme Pascal Afingessant, va à mon avis tenter de récupérer, d'incarner la gauche, surtout qu'il y a de très fortes chances que Laurent Gbagbo, en dépit de sa candidature, ne participe pas à l'élection. Mais est-ce qu'ils pourront incarner, est-ce qu'ils pourront rassembler, est-ce qu'ils pourront rattraper? Et puis, ça a annoncé mardi le dépôt de Alassane Ouattara, qui pour moi, est l'ultra favori de ces élections, encore plus que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo seront sans doute pas candidats. Pour lui, pour Alassane Ouattara, il est important de faire le maximum. Il est important d'amener ses militants à voter le maximum pour atteindre un taux de participation honorable qui pourra lui donner, en plus de sa légalité, un minimum de légitimité. Voilà, a priori, le regard que je peux porter sur les candidatures qui ont été faites. Merci beaucoup. Arthur Kamenan Yoboué, c'est à vous. Oh oui, M. Derassouba, j'observe qu'il y a la particularité que cette élection de 2025 met à l'épreuve l'ensemble des partis politiques, surtout ceux qui sont définis comme traditionnels. Donc on constate que lorsque la vague de dépôt de candidature a été annoncée, il y a eu beaucoup de secousses à l'intérieur non seulement du PPACI, à l'intérieur du PDCI, et bon, ça a été stabilisé au niveau du RHDP,
Mais cette élection-là met en évidence un fait. Le fait, c'est que ça fait retracer la politique comme étant une activité sociale, hein, mais dans sa forme d'exécution, on observe que en Côte d'Ivoire, l'une des particularités de cette activité-là, c'est qu'elle s'est positionnée comme celle qui permet d'avoir un accès facile à certaines ressources. Voilà. Lorsque vous avez manifesté un engagement politique et que vous êtes soit militant ou vous appartenez à un parti politique, l'une des choses qui se dégage depuis tous les régimes qui se sont succédés, c'est que vous avez un accès privilégié en mobilisant votre appartenance. Et c'est ce qui justifie ce balai de nouveaux venus. Et quand vous regardez ces nouveaux venus, ils sont beaucoup composés de jeunes qui veulent apporter leur voix. De jeunes qui veulent apporter leur voix. Donc, je comprends un peu cette opportunité qui se présente à eux. Ils se disent, bon, voici ce qui a été fait et nous pensons que nous pouvons apporter autre chose. Mais en même temps, on aura l'occasion de revenir dessus sur la deuxième partie de la question. Mais je souligne que cette élection a suscité des candidatures spontanées et puis des candidatures qui, pour moi, permettent de repositionner certains acteurs. J'ai fait allusion, par exemple, à Tidiane Thiam, à Jean-Luc Bion, à Finguessan, mais particulièrement à Saleh Tiemokou. Je reviendrai sur lui, mais je voudrais faire le point sur Afi N'Guessan par rapport à sa dynamique. Quand vous regardez dans son cheminement, il s'est positionné depuis son appartenance avec le FPI de Laurent Gbagbo, dans ses démarches avec, tantôt ses alliances, ses rapprochements avec le parti, le RHDP. Et aujourd'hui, lorsqu'il a posé sa candidature, il y a un discours qu'il a dit, qui m'a marqué. Il dit, il fait tout pour que le règne, c'est son mot, le règne d'Alassane Ouattara s'arrête. J'ai dit, waouh! Donc, il conçoit la façon dont le président gère comme étant un règne qui vraiment met la Côte d'Ivoire dans une situation d'autorité. Donc, j'ai noté que l'une de ses ambitions, c'est vraiment le fardeau de cette candidature-là, c'est de porter, d'amener tous ceux qui pensent que le candidat du RHDP oppresse, en griffe, oppresse la population. Donc lui, il se positionne comme celui-là qui va vraiment faire tout, et ce sont ses concepts, je n'invente rien. Il dit, on fera tout pour que son règne s'arrête. Il dit, voici un discours qui est présenté. L'autre discours également qui est mis en évidence, c'est celui de la candidature de rupture. Je ne me rappelle pas trop de celui qui a déposé cette candidature, mais il a dit que c'est une candidature de rupture avec l'ordre qui a été établi depuis. Et quel est l'ordre? Quand nous essayons de lire, c'est que ce qui est structurel, c'est que lorsque les partis politiques sont dans l'opposition, ils mettent en évidence toutes les failles de celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas trop ce concept d'opposition et de pouvoir, parce que ce qui a donné cela, c'est comme si, même si l'activité de celui qui est au pouvoir fait des choses qui vont dans le sens de l'amélioration, le fait qu'il soit opposant, on a constaté que l'une des choses qui se manifeste, c'est de décrier, même si ces choses ont d'un intérêt général. Donc, on vous répondra que l'opposition est là pour s'opposer. C'est ce qui revient de façon classique quand on fait ce débat. Oui, mais pas au détriment de l'intérêt général. On est d'accord. Pas au détriment de l'intérêt général. Donc, je note que c'est dans cette dynamique-là que cette catégorie d'acteurs-là, que moi j'appelle ceux qui s'inscrivent dans une logique de conquête de pouvoir, se sont inscrits. Et celui qui a parlé de changement de rupture, c'est une autre façon pour lui de faire la politique autrement. Et là, je rejoins Arthur sur le fait que Assalé se positionne comme cet acteur-là qui, à travers un mouvement, veut apporter un changement nouveau. Et ça me fait glisser sur ceux qui ont positionné leur candidature de façon spontanée. C'est-à-dire que c'est comme si vous passez et vous entendez que nous sommes en train de déposer les candidatures, et puis bon, vous partez, vous prenez un nœud papillon, vous venez vous déposer la candidature. C'est comme s'il n'y a pas de préparation et ça met en mal la fonction même que vous voulez exécuter. Alors que la candidature fait acte de quoi? C'est un processus d'abord qui vous habilite à diriger une nation. Même pas un village, même pas votre famille, mais une nation. Une nation qui
non seulement est positionnée comme une leitmotiv sur l'espace régional, mais une nation qui a été fondée par des personnes qui ont d'une certaine carrure, et la façon dont on aborde la question, c'est vraiment pas valorisant pour le poste même qu'on souhaite avoir. Donc, pour revenir sur ce point, c'est pour signifier que faire à des candidatures nécessite une préparation d'avance, une préparation. Et entrer en politique, c'est tout cela qu'il faut mettre en évidence. Or, quand j'observe actuellement dans le champ politique, ceux qui ont officiellement présenté leur plan d'action, leurs objectifs sont rares. On n'a pas le programme clair de tous ceux qui ambitionnent diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez demander à quelqu'un sur quelle base vous allez certainement voter telle personne, c'est sûr que ce n'est pas sur la base du programme, parce que ce programme n'a pas été vraiment détaillé. Et ça, c'est vraiment une contradiction dans cette approche-là d'accéder à la magistrature suprême. Ce que je peux dire. Alafé Ouakili? Oui, merci. Il y a 4 ou 5 points que je voulais évoquer. Le premier, c'est que, bon, pour l'instant, on a une trentaine de candidats. On aura peut-être 40. 70. On aura peut-être 40, 50, 70, je ne sais pas. Et vous verrez que il y a une volonté générale d'aller à l'élection et il y a un sentiment de refus de boycott, y compris des partis qu'on pouvait soupçonner de boycotter, notamment le PPACI et le PDCI pour l'instant. Lorsque l'on a 50 candidats, 70 candidats à un concours ou à une élection et qu'il y a peut-être 10, 15 qui sont admis ou retenus, que 2 ne le seraient pas, est-ce que, parce que 2 sont recalés, s'ils font un recours, ça ne marche pas, est-ce qu'après, il faudra bloquer le concours? Est-ce qu'après, il faut bloquer l'élection? Est-ce qu'après, ceux qui n'auront pas été retenus seront fondés et légitimes à vouloir perturber la suite du processus? Voilà en fait dans quoi nous sommes engagés. Voilà les enjeux, la leçon à tirer pour ceux qui font preuve de bonne volonté, qui font preuve de responsabilité et d'esprit citoyen en partant à la CI malgré leurs réserves passées et malgré la suspension aussi de leur participation. Ils repartent vers la CI, ils semblent lui renouveler leur confiance et au-delà de la CI, aux autres institutions, notamment le Conseil constitutionnel, qu'ils n'ont jamais remis en cause à ce jour et qui, d'après eux, devra travailler en toute transparence, en toute objectivité, en espérant que d'emblée, toutes les parties accepteront ce que le Conseil constitutionnel pourra dire. Ça, c'est un. De deux, je veux noter qu'on a au niveau de l'opposition des stratégies qui se sont individualisées avec, on dit, bon, le destin individuel, la responsabilité pénale est individuelle, donc aussi le destin politique, l'ambition politique, le destin politique est individuel. Et au-delà des fronts communs ou des fronts pas communs, au-delà des coalitions, on a vu que les membres de chaque entité partent un à un, et pas en front commun, ni en coalition à la CI. Ça aussi, c'est à observer. Et puis, bon, ils n'avaient pas pris d'engagement de partir ensemble, mais ce moment-là était prévisible, il est arrivé. Maintenant que les ambitions ou les destins vont être individuels, prenons cas pratique. Il y a la coalition, la CAPSI, qui avait des leaders. Il y en a qui peuvent être candidats, il y en a qui ne pourront pas être candidats. Comment ça va continuer? Maintenant, on a l'impression qu'il y a un front de ceux qui ne vont pas être candidats face au front de ceux qui peuvent être candidats. Sans vouloir me prononcer sur ce que le Conseil constitutionnel pourra dire, je veux noter qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo n'a pas été sur la liste des candidats pour 3 raisons. Parmi ces 3 raisons, il y a une qui demeure toujours. Je veux noter que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Guillaume Soro, n'a pas été candidat en 2020 pour une raison. Cette raison demeure. Et cette année, il a choisi de ne pas être candidat. Je veux noter que Blé Goudé comprend que la raison qui a empêché le président Gbagbo d'être candidat en 2020, qui demeure le concernant, qui empêche aujourd'hui M. Guillaume Soro d'être candidat, qui fait qu'il n'a pas déposé sa candidature, l'empêche, lui, d'être candidat.
Je veux noter aussi que M. Akossi Benjo, qui était au devant du dépôt de la candidature du président Thiam, lui-même n'a pas pu être candidat pour être président du PDCI et qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il a admis, il a reconnu cela, n'empêche que la même raison qui en bloquait, eux, ils ont estimé que le Conseil constitutionnel, eu égard peut-être à des paramètres extérieurs ou à d'autres constats, pourrait éventuellement valider leur candidature. Nous allons observer et voir ce que ça va donner. Je voudrais terminer en notant l'un des mots du président Afinguessan au sujet de la CEI, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a dit ceci: nous sommes heureux d'être là, même si à des moments particuliers, nous avons mis en doute votre légitimité à conduire le processus électoral. Mais nous sommes des républicains et tant que la loi ni les institutions n'ont pas changé, nous avons ce devoir républicain de travailler avec les institutions. C'est sur la base de cette conviction que nous sommes là, dans le respect des institutions établies par l'État, pour déposer notre dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, avec l'espoir que nous serons ensemble dans la confiance pour conduire le processus électoral. Et je crois que le ministre Alain Cocotré a dit à peu près la même chose. Vous êtes là pour un moment historique. Nous sommes heureux d'être là et nous vous remercions d'être témoins de ce moment. C'est bien, on applaudit. Il faut espérer que nous soyons en mesure d'applaudir dans quelques jours encore lorsque le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision, quelle que soit cette décision. C'est cet esprit de responsabilité, d'apaisement et de sérénité que nous voudrions souhaiter tout au long du processus qui est en cours. Très bien. Arthur Banga? Non, moi je ne partage pas l'optimisme de Alafé sur la réaction face au Conseil constitutionnel. Non, il n'y a pas de magie. Hein. Tout le monde, bon, Alafé vient de le dire, dans les raisons qui ont fait qu'on a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo en 2020, il demeure au moins une raison. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel va changer de vision entre 2025 et 2020 alors qu'on a les mêmes conditions. Il y a la même raison pour Tidiane Thiam, il n'est pas électeur, donc il ne sera pas candidat. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on peut faire un geste politique, mais aujourd'hui, c'est clair que demain, on a l'habitude, hein, demain, quand le Conseil constitutionnel va dire ce qui est logique, donc ils ne seront pas candidats, ils vont à quoi accuser le Conseil constitutionnel. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Je prends l'exemple pour le PPACI de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la justice ivoirienne. À chaque fois qu'une décision est contraire à ce qu'ils souhaitent, l'institution n'est pas crédible. On l'a vu ici avec la même CEI, la même justice, qu'elle a retiré le nom de Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais eu d'attitude républicaine quand ça ne les arrange pas. Je ne vois pas pourquoi ils vont changer aujourd'hui. Donc pour moi, non, on sait tous, tout le monde, y compris Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, eux-mêmes savent que leurs candidatures seront rejetées. Donc il ne faut pas rêver, ils ne vont pas accepter on va y revenir, on retrouve notre reporter à la CEI où la candidate Simone Yves Gbagbo vient de déposer son dossier. Je vous propose de l'écouter. Alors, visiblement, un léger problème technique. Le temps pour nous de recevoir les mots de Simone Yves Gbagbo. Alors, messieurs, on a évoqué succinctement quelques candidats. Quels sont les candidats qui, pour vous, ont des chances de faire la différence à cette élection présidentielle? J'entends bien, évidemment, celles et ceux qui ont déjà déposé leur dossier de candidature. Mais, Ali, le choix même du thème, vous avez parlé de balai de oui, bien sûr. Voilà. Je crois que le thème en lui-même fait référence à la dimension, on dira, spectaculaire de la chose, parce qu'on l'a vu, des moments de danse avec la fanfare. Je crois qu'il y a un masque qui dansait aujourd'hui. Voilà. Et c'est aussi faire référence, pour moi, au petit manque de sérieux pour le moment. Voilà. Parce que jusque-là, ceux qui déposent, ce sont les faits valoir. D'accord, on va écouter Simone Gbagbo, okay, ce qu'elle a à dire au terme de son dépôt de candidature à la CEI. Extrêmement propre, des élections bien inclusives et des élections qui vont permettre à celui qui obtient le plus de voix des électeurs ivoiriens de remporter ces élections-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse tous et que Dieu me permette de gagner ces élections-là à la fin, n'est-ce pas, du mois d'octobre 2025.
L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, très optimiste à l'idée de remporter cette élection présidentielle. Xavier Kodjo, c'est vous qui aviez la parole. Alors, je disais que les dépôts auxquels on a assisté sont pour le moment folkloriques. Excusez-moi du thème. Pas celui de Simone Gbagbo. Non, pas celui de Jean-Louis Billon, pas celui de Pascal Affi. Je m'étais arrêté au président Thiam à la 26e personne quand je parlais. Voilà. Donc, pour le moment, on peut estimer à raison que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Et ça me permet de rebondir sur ce que, je ne sais pas si c'est Atu qui l'a dit, au niveau de la responsabilité quant à ce qui pourrait arriver. Voilà. On a les cadeaux qui n'ont pas encore été reçus. Quand je parle des cadeaux, je parle du Front commun, Tidjane Thiam et... Tidjane Thiam est passé aujourd'hui. Quand je parle Le PLCI a déposé son dossier aujourd'hui. Oui, Tidjane Thiam a déposé. Alors, c'est par rapport à eux que je parle des premiers qui ont déposé d'abord. Voilà. D'accord. Donc, la responsabilité va arriver quand on sent dans l'acte juridique qui a été posé une justice. Voilà. Quand le droit est fait pour écarter, pour exclure, il devient légitime de ne pas être d'accord. Il devient légitime de ne pas être d'accord. Donc, quand la loi ou bien le processus, on dira juridique, porte en lui-même les gemmes de l'injustice, la responsabilité peut être sujette à interprétation. Et dans ce cas-là, il ne faudrait pas qu'on soit étonné, qu'on manifeste notre refus de l'injustice. Alors, je disais aussi que j'ai cru entendre qu'il y a des candidatures comme celle du président Bion, par exemple, qui vont faire la différence. Voilà. Pour moi, elles s'inscrivent toutes dans ce que j'ai dit là. Ce sont des candidatures pour donner un cachet de sérieux à ce qui arrive. Les vraies choses, on les attend. Les vrais dossiers sont les dossiers des candidats du Front commun. Et tant que cela n'est pas encore arrivé, on pourra dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et qu'il va falloir attendre qu'une décision politique soit prise pour apaiser les choses. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on se cache, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Pour le moment, ce sont les artistes qui font la première partie du concert en attendant que les vedettes arrivent. Vous êtes bien dur hein, avec des citoyens qui ont des ambitions. Bion, on me parle de Bion. Je le disais à un ami. On va pas faire de fixation sur Jean-Louis Bion, hein, oui, on a beaucoup de candidats puisqu'il revient sur Bion. Bion, je l'ai dit, c'est le Philippe Grégoire Yassé des temps modernes. Il vous souvient, M. Ali, M. Diarra-Souba. Bon, c'est pas grave. Voilà. On connaît tous l'histoire de Philippe Grégoire Yassé. Voilà, depuis 80, qui pensait que le trône lui reviendrait. Voilà, et en 80, qui a été plus ou moins, qui est tombé en disgrâce et qui n'a pas, on dira, accepté cette disgrâce et qui a attendu. Mais à cause de la statue du président Oufoué, il ne pouvait pas l'exprimer. Il a attendu. Déjà, à partir de 89, les tractations vont commencer quand le Premier ministre Alassane arrive, à la mort d'Oufoué. Il va prendre fin et cause pour l'adversaire de celui qu'on considère comme l'héritier qui lui a ravi le trône. Alors, quand je prends Bion, c'est ça. Je le compare à Philippe Grégoire Yassé parce que il sait très bien qu'il ne pourra, excusez-moi du terme, qu'il ne pourra rien faire. Mais quels sont les éléments qui vous fondent à dire ça? Sa légitimité. Oui, mais comment on mesure la légitimité d'un homme politique si ce n'est après qu'il ait participé au scrutin? J'ai envie de vous dire ça. C'est pas un nouveau venu. Il y a longtemps qu'il est là. Mais il n'a jamais été candidat à une présidentielle, c'est la première fois. Justement. Mais sur quelle base on peut présumer qu'il fera, on dira, qu'il aura du succès? Autant on ne peut pas présumer qu'il fera un succès, autant je pense qu'on ne peut pas présumer qu'il va échouer. C'est aussi vrai que tous les grands leaders qu'on a ont des bases. C'est cela. Quelle est la base de Bion? Bon, c'est un autre débat. Il y a tellement de candidats qu'on ne va pas faire une fixation sur Jean-Louis Bion. L'a fait Wakili? Oui, je pense que lui, il annonce des couleurs. Il veut justifier des boycotts à venir ou de la contestation à venir. Il le dit à demi-mot, mais on a compris. Il veut dire que si M. Thiam et M. Gbagbo ne sont pas candidats, le processus n'est pas bon. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que le sens de vos propos... À peu près ça, non? On ne va pas se voiler la face. C'est ça, non? Justement, je présume que ce qui se passe va entraîner manifestement des contestations. Et vous vous souvenez bien, Ali, il y a le bureau politique, je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle, le PPAC qui s'est tenu hier. Le comité scientifique. central. Et vous lisez bien, je crois, les 13 résolutions
ils ont réaffirmé leur détermination d'aller à l'élection. Donc, L'heure a été réaffirmée. Bon. Et ce n'est un secret pour personne. On connaît ce qui se passe au niveau de Laurent Gbagbo. On sait qu'actuellement, il est privé de ses droits politiques et autres, de ses droits juridiques. Et le sachant, s'il persiste d'aller aux élections, bien entendu, c'est pas pour aller faire acte de Ceci étant, À la fin, allez-y. Ceci étant, moi je pense qu'il faut avoir, je l'ai dit tout à l'heure, du respect pour tous les citoyens. Tout à l'heure, on va aborder la question de la CIE, des opportunités de déposer, laisser à tout le monde, si c'est normal, légal, constitutionnel, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela. Mais en attendant, je pense qu'il est important de respecter les ambitions de chacun et de ne pas présumer que ça ne va pas marcher et puis de ne pas présumer forcément aussi que ça va marcher. Donc, c'est cette précision que je voulais faire en disant que bon, je ne suis pas comparatiste, c'est vrai, je n'ai pas là des comparaisons et je sais aussi que comparaison n'est pas raison, mais je voudrais dire que Bion, c'est Bion et il peut être difficile de trouver des similitudes entre le président Philippe Grégoire Yassé et Bion. Ça va être quand même un peu difficile parce que le président Philippe Grégoire Yassé a dirigé les institutions. Il fut puissant dans ce pays, derrière Houphouët-Boigny, dans le PDCI. Bion n'a pas encore eu cette puissance en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore eu cet impact que Philippe Grégoire Yassé a eu. Donc vraiment, comparaison n'est pas raison. Et il faut se garder de comparer tout. Bion, c'est Bion. Le président Grégoire Yassé, c'était Grégoire Yassé. Et je pense que si on va loin, comme on dit souvent en profondeur, on verra que si similitude il y a, c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'il peut y avoir comme différence entre les deux parcours. Il y a un fait marquant dans cet environnement présidentiel, c'est que, en général, quand on reçoit les candidats sur les plateaux de télévision, quand on leur pose des questions sur leur programme, leur projet de société, tous à l'unisson, semble-t-il, répondent « Oh non, c'est pas encore l'heure de la campagne, on ne dévoile pas notre projet de société pour l'instant, au risque de voir le voisin copier ce que nous avons. » Est-ce que cet élément attire votre attention? Voilà un pays où on parle de présidentiel, on parle de celui ou celle qui aspire à nous diriger. On est autour de 30 millions d'habitants dans ce pays, et on ne sait finalement pas grand-chose de leur ligne, de leur ambition sur l'économie, sur la santé, sur les infrastructures et tout le reste. Est-ce qu'il n'est pas temps d'attirer l'attention des hommes politiques et de tous les prétendants au trône? Agelo Christian. Oui, M. Djarasouba, vous posez un vrai problème de société. Quand je prends par exemple le cas de certains pays développés, prenons la France, ça dit, chaque jour, vous voyez les grands partis qui déclinent leur projet de société. Quand vous prenez, par exemple, le parti de Marine Le Pen, on sait déjà ce qu'il pense en matière d'immigration, en matière d'économie, en matière de politique sociale, en matière de retraite, on le sait. Dans les grands pays, c'est comme ça. Mais ici, il y a un crime de lèse-majesté, il y a un crime de lèse-majesté au niveau de certains partis politiques. Mais je présume que quand même au niveau quand même de l'idéologie des partis, on peut plus ou moins voir un peu où est-ce que ces partis-là s'orientent. Quand on prend par exemple le RHDP, on connaît plus ou moins la ligne de conduite du RHDP. Donc, on a plus ou moins les grandes lignes de la politique du RHDP. Même si dans les détails, il faut attendre le projet de société pour voir dans les détails. Quand on prend par exemple les partis de gauche également, on sait plus ou moins les grandes lignes d'un programme de gauche. Même si dans les détails, il faut attendre le projet pour voir concrètement. Mais ce qui est plus important, effectivement, c'est dans les détails. Parce qu'un projet de société, c'est une projection sur l'avenir. Et en même temps, c'est un projet chiffré. Si je veux, par exemple, rendre l'école obligatoire pour les enfants de moins de 5 ans... Il faut bien qu'on sache ce que ça va nous coûter. Justement. Et où aller chercher les fonds. Et je pense que c'est ce manque de vision-là qu'on retrouve
en général, dans la plupart des partis politiques... en Côte Et d'Ivoire, ça m'inspire une autre question. Si on suit votre développement, à ce moment-là, le peuple devrait en tenir rigueur aux hommes politiques et finalement, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Oui, Arthur Banga? Non, ça a été une pratique pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Hein. Les gens ont toujours un projet de société. Cette élection, depuis... Je prends le cas du PDCI. Quand on prenait l'élection de 95, la convention du PDCRDA a eu lieu en août 95 avec le Yes We Can, le programme pour tous, le bonheur pour chacun, le but nous pouvons de Henri Konan Bédié. Son programme était très clair, basé sur les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est-à-dire que l'électeur de 95, au moment où on parle aujourd'hui, il savait clairement ce que Henri Konan Bédié allait lui emmener comme solution. Mais même là, aux dernières élections de 2020, la convention du PDCRDA à Yamoussoukro était excellente. Henri Konan Bédié a décliné son projet sur l'administration. Il a jusqu'à dire que je crois que c'était l'Ogoa qui allait être transformé en département. Donc il y a une réflexion qui a été faite. Quand moi j'ai lu pour la première fois Laurent Gbagbo en 97. Mais ce qu'il a écrit comme livre en 97, je crois, pour une alternance démocratique, un truc, c'est exactement le programme de la refondation en 2020. Quand vous prenez la campagne de 2010, Alassane Ouattara, la solution, c'était très clair ce qu'il nous proposait. Donc, et même quand vous regardez les slogans de campagne, en 95, il y avait le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, contre la clé du vrai changement, on a eu la refondation, on a eu la solution. Donc, il y a une pratique qui, malheureusement, n'est plus trop présente aujourd'hui. On décline de ce point de vue-là. Même si il y a certains où on voit peu ou prou ce qu'ils vont faire. Hein. Quand vous écoutez Billon, par exemple, il revient beaucoup sur l'industrialisation, sur le nationalisme économique. Ça, c'est des choses qui reviennent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur cette notion de trop fermer le marché ivoirien. C'est des notions qu'on va retrouver un peu chez Assalé, qui en parle aujourd'hui. Fermer le marché, il est sur des questions comme la dernière fois, il a fait une publication assez intéressante sur sa vision de ce que sera qu'un média d'État. Il a déjà parlé de ses projets sur la corruption. Non, il y en a quelques-uns qui parlent. Même si de façon générale, c'est clair que moi, à ce moment-là, et ça, c'est pas normal. Mais je rassure, moi, je dis, en tant qu'historien, je l'ai vu dans la pratique électorale ivoirienne, c'est une pratique électorale qui, jusqu'en 2020, était une pratique électorale axée quand même sur des slogans et des moments de programme. Malheureusement, vers la fin, les débats étaient cristallisés par le boycott. Parce que finalement, on a pu parler de je suis projet. d'accord, l'environnement politique a plombé. Ça allait être un beau débat entre la Côte d'Ivoire solidaire de Alassane Ouattara et toute la convention de Yamoussoukro où Bédié avait déroulé son programme. Donc je pense qu'il y a quelques années, même Bafingé a fait les états généraux de la Côte d'Ivoire, un truc dans ce genre pour son parti. Donc je pense qu'il y a quand même ce réflexe, ce savoir-faire du programme, que peut-être l'environnement ou aussi les exigences des Ivoiriens. Parce que, Ali, en réalité, aujourd'hui, quand tu fais campagne ou bien quand tu rassembles des gens, est-ce qu'aujourd'hui, les gens posent ces questions-là aussi? Il y a aussi peut-être le consommateur en soi qui n'interroge pas assez ça, qui est peut-être préoccupé à autre chose, quoi. On va poser la question aux sociologues du politique. Oui, j'avais annoncé ça dans mon propos liminaire en mettant l'accent sur le fait que, jusqu'à ce jour, pour les partis traditionnels, on a quand même une ligne directive. Que ce soit le FPI, on connaît la vision du FPI, que ce soit, quand je parle du FPI, dans la version PPACI et également dans la version AFI, on a leur point d'approche. Le RHDP, on a son point d'approche. Le PDCI qui a fait sortir son programme a son point d'approche. Mais je mets l'accent sur le fait que cet environnement crée une crispation, non seulement autour des personnes, mais autour même de l'enjeu de la nation. C'est-à-dire quoi? Nous sommes à un carrefour où vous suscitez des voix, vous attendez des voix. Quand on regarde la liste électorale, il y a près de 8 millions de personnes qui sont inscrites, qui sont en âge de voter, qui ont accepté d'aller se faire inscrire, puisque quand j'ai écouté le président de la CEU, il avait parlé de près de 12 à 14 millions de personnes qui sont en âge, mais il y a 8 personnes qui sont inscrites, 8 millions de personnes. Mais dans ces 8 millions de personnes, ce n'est pas tout le monde qui vont aller voter. Vous qui apparaissez sur l'espace public, je prends le cas de Jean-Luc Billon, pour ne pas faire une fixation sur lui. En tant que PDCI, c'est dans l'idéologie du PDCI qui s'est inscrit. Mais aujourd'hui, il se démarque du PDCI et vous avez posé la question ici sur le plateau en lui demandant quel est son projet. Il a dit que ce n'était pas encore la campagne. Mais pour une personne, un citoyen lambda, sur quelle base on va voter telle personne à partir du moment où, pour une nation qu'on doit gérer pour 5 ans, on nous donne juste peut-être 2 semaines pour qu'on ait une idée de vous. Alors qu'une élection se prépare.
c'est gérer un pays non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Avoir des systèmes qui permettent d'exister, de faire fonctionner d'abord ce qui est là. Ça, c'est un point. C'est pourquoi, pour revenir à l'autre question que vous avez demandé en termes de ceux qui ont déposé les candidatures, qui sont ceux qui ont les profils les meilleurs. Moi, quand j'essaie de regarder, je note d'abord la dernière qui vient de déposer, Dr Simone Evé Gbagbo, en raison de son programme. Parce que j'ai juste checké sur sa page et j'ai vu les différentes lignes qu'elle entend. Et j'avais posé même la question à son représentant ici. Et nous voyons directement la ligne de démarcation. Donc, avec son expérience politique qu'elle a, en ayant participé à la gestion du pouvoir, en ayant manifesté une capacité de résilience par rapport à un certain nombre de réalités. Et puis, j'avais souligné que dans la configuration actuelle, elle s'est positionnée comme un pont entre le RHDP et l'opposition. Et cela a été démontré par le rapprochement et les démarches de consensus, de compréhension, de facilitation. Donc, à ce niveau-là, elle se positionne comme un acteur crédible pour moi. Et la deuxième personne qui s'est positionnée aussi, c'est Assalé Timoko. Il n'a pas encore déposé, je ne sais pas s'il a déposé, certainement demain. Quand vous regardez son profil, j'ai eu le temps de checker sur ses pages et de l'écouter. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, il a quand même fait une fixation sur les problèmes de société et c'est par là qu'il s'est révélé. Je prends des cas des défis fonciers, je prends des cas des fraudes qu'il a défendues et ça lui a donné une légitimité. Et en tant qu'homme politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la mairie de Tiasalé comme élément pilote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il vient se présenter, puisque la politique, c'est quoi? C'est offrir, c'est donner des offres politiques, des offres, des marchés. Donc, il vient, il dit, ce que j'ambitionne faire, je l'ai fait à telle échelle, au niveau micro, voici ce que ça a donné. Et si vous me faites une confiance, j'aurai cette possibilité. Alors que c'est ce qui manque aux autres acteurs. Quand je prends le cas de Afi, son alliance, ses affinités, ses alliances qui se font, qui se défont, ont fragilisé son profil. Je le dis pourquoi. À un moment donné, sous Laurent Gbagbo, qu'il a mis en lumière, qu'il a adoubé, il est sorti du leadership de ce dernier et il s'est rapproché à un moment donné du RHDP et il en est sorti. Donc c'est comme si l'ambition n'est pas mise au niveau de l'intérêt national, mais c'est au niveau de son profil de carrière, de sa carrière politique qu'il joue. Donc pour moi, ça le fragilise un peu. Et je voudrais m'arrêter là pour le moment. Très bien. Alors, Alafia Ouakili, vous n'avez pas encore réagi sur cette question. Sur la question, moi, je voudrais dire qu'en 2020, quand même, peut-être, oui, déjà en 2020, il y a Mamadou Koulibaly et puis Afi N'Guessan qui avaient présenté des programmes. On en a discuté ici et on a eu l'impression qu'il avait vraiment un programme structuré. Le président, professeur Mamadou Koulibaly, bon, c'est la polémique. Est-ce que lui, il est professeur? Oui, on l'appelle tout le temps professeur. On va évoquer cette question à la fin de l'émission. Il est professeur. Parce que ça fait grand bruit cette semaine. D'accord. Donc, on a la chance d'avoir les universitaires. Le professeur Mamadou Koulibaly est agrégé. Non, il est prof. Il est professeur. Il a été agrégé au départ avant. Non. Voilà, donc le professeur Mamadou Koulibaly, il n'a pas pu être candidat, mais Afi N'Guessan qu'il a été, finalement, n'est pas parti à l'élection pour faire le débat. Ce que moi je voudrais dire, on pense que peut-être un programme, c'est avoir un catalogue, un livre de 10 à 100 pages, un document, un livre-programme ou un plan comme le PND ou autre. Je ne crois pas que ce soit le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, le président Thiam a dit que le programme du gouvernement du PDCI est prêt. Le PPACI vend son programme. Donc les partis ont des programmes. Maintenant, est-ce que même ça intéresse? En dehors de cela, tout le monde a la même vision, le même objectif. Développer la Côte d'Ivoire, maintenir la Côte d'Ivoire en paix. Voilà, c'est le même objectif. Mais maintenant, la même vision, c'est la même vision. Maintenant, la différence réside dans les moyens et les méthodes. Il y en a qui vont dire, eux, ils vont faire le nationalisme économique, ils vont mobiliser l'épargne intérieure, ils ne vont pas recourir à la dette. Mais bon, après, vous voyez à l'épreuve, lorsque le maçon est mis au pied du mur, comme au Sénégal, vous voyez qu'au-delà du discours, au-delà des projets, au-delà des différences,
la réalité rattrape tout le monde. Peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas envie de s'engager dans des promesses en voyant ce qui se passe au Sénégal, en voyant que des gens ont promis faire la paix dans le monde en 100 jours. Et depuis, ce n'est pas le cas. Peut-être à certains candidats ici qui sont réalistes pour l'instant, qui attendent d'abord d'être candidats avant de faire les débats. Et en dehors de cela, la cherté de la vie, on lutte contre ça comment? L'électrification, on fait ça comment? Vous me rejoignez? L'école, la santé. Non, mais cet objectif est partagé par tout le monde. C'est un programme. Maintenant, la question, c'est le comment. Le comment, il n'y a pas il n'y a pas de recette miracle. C'est d'abord notre travail, c'est maîtriser le café cacao, nos produits, rentabiliser et puis renforcer la production nationale. Et puis, bon, je pense que quiconque est candidat à l'élection présidentielle a une vision, a une idée là-dessus, sa manière, mais en général, vous remarquerez qu'il n'y a pas de solution miracle. En réalité, est-ce que les gens devraient dire, mais comme on ne peut pas dire que celui qui est là fait déjà bien et qu'on viendra faire la même chose, les gens ont tendance à dire qu'ils ont des recettes miracles, mais ils n'en ont pas. Donc ils font du maquillage. C'est du maquillage, je parle d'autres, marketing. Sinon, des questions intéressent les Ivoiriens. Qui est pour la polygamie? Qui est contre? Qui ose le débat? Qui peut dire, je suis candidat, si je suis élu, je radique. Non seulement on doit appliquer le code, on dit la monogamie, mais tous ceux qui trichent, je vais les faire poursuivre. On les mettra en prison parce que la loi n'est pas respectée. Il ne s'agit pas de dire on va légaliser la polygamie. Il s'agit de dire, avec moi, c'est la morale pure et dure. Nous devons respecter nos lois et pas seulement la Constitution. Il peut aussi y avoir des candidats pour cela. C'est des questions de société. Ce n'est pas seulement le foncier. L'éthique et la vie morale, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement le foncier. Mais qui est prêt à s'aventurer là-dedans? Mais ils vivent, ils sont dans notre société. Qui est prêt à jouer le monsieur propre jusqu'au bout? Et quand les gens disent qu'ils vont lutter contre la corruption, contre la magouille dans les concours, mais ça, c'est des préoccupations de tout le monde. On fait comment? On met en place des dispositifs électroniques, informatiques. L'humain intervient moins avec l'intelligence artificielle. Les professeurs n'auront plus l'occasion d'intervenir, de corriger, ou bien on va réduire les critères humains dans la sélection des concours pour qu'il n'y ait plus de fraude. Bon, voilà des débats aussi à faire. Oui, bien sûr. Voilà, mais je pense que lorsque, effectivement, nous allons... Mais il ne faut pas aussi que certains candidats pensent qu'ils sont plus préoccupés des questions du capital humain, de ceci ou cela, que d'autres, parce qu'il y en a, quand il y a des débats qui se font, ils peuvent donner l'impression que c'est eux qui innovent, qui inventent des concepts ou des visions. Alors après, il appartient à chacun de développer son marketing politique, hein. C'est ce que j'ai envie de dire à la Wakili. Xavier Kouadio. Je voulais juste revenir sur un élément, parce que nous sommes suivis. Allez-y. Voilà, par rapport à ce que Alafé Wakili a relevé tout à l'heure. Je vais me prononcer sur la comparaison Bion-Yassé. Pas de fixation, mais il faut relever ce qui n'a pas été dit par moi et qui a été insinué. Rapidement, avant de revenir à la question des programmes de société des différents partis politiques. Allez-y. Voilà, j'ai fait le parallèle entre M. Bion et M. Yassé. Au niveau de la trajectoire politique, en fin de trajectoire, je l'ai dit, M. Yassé est désigné comme dauphin depuis les indépendances jusqu'en 80, qui pensait que le ton lui revenait. C'est à ce niveau-là que je fais la comparaison avec Bion. Bion lance des balles d'essai depuis Bédié. Une fois Bédié est parti, il estime que le trône lui revient. C'est à ce niveau-là que la comparaison intervient. Ah, d'accord. Alors, comme Philippe Grégoire-Yassé, qui écarté, va s'allier à l'adversaire de Bédié, une fois Oufou-Boigny mort, Bion va également, par ce tact, par sa candidature. Hier, il était sur votre plateau, il a dit qu'il était PDCI. Mais quel est ce candidat qui va à l'encontre de ce que le parti a décidé? Son président a été élu à 2 reprises. Il dit demeurer PDCI et aller contre, comment on appelle, ce que le PDCI a suivi. Vous dites ne pas faire de fixation, mais bon. Non, je pense que vous juste avez fait la précision, voilà, et ça a été bien entendu. Maintenant que c'est fait, à présent, prononcez-vous sur au niveau des programmes de société. le contenu des programmes. Je pense que le président Lassé, il a dit, une fois que les candidatures sont ouvertes, à la réalité, pour les initiés, c'est déjà fini. Parce que le programme, il se fait depuis toujours. Depuis toujours, vous prenez les partis classiques, je crois que leurs programmes sont sûrs, leurs militants, leurs communicants en parlent chaque fois. Mais
on a eu cette année la malchance d'avoir un environnement plombé par les questions juridico-judiciaires, je vais parler comme ça, qui ont fait qu'on n'a pas eu le temps, voilà, de déployer pour certains. J'ai l'impression que c'est chaque 5 ans en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça met aussi l'accent sur la nécessité d'avoir un pays où les lois sont vraiment respectées, un pays où on ne fait pas d'exclusion, un pays où le citoyen est libre, un pays où le citoyen peut faire la politique sans peur d'avoir, on va dire, dans les pieds, des bâtons qui ne vont pas lui faciliter la tâche. Très bien. Voilà. Yassine Nobou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous nous avez fait une infidélité en début d'émission, mais bon, on peut comprendre s'il y a eu... C'est Dame Nature. C'est Dame Nature, d'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. On s'apprêtait à marquer une courte pause. Tout le monde l'a toujours dit, les règles de la CEI doivent changer pour permettre à tout le monde de poser des candidatures s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Mais la CEI a vici, et selon elle, ce sont des partis politiques. Voilà pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, les choix ne sont pas des choix libres. Parce que quand vous faites des choix en fonction des partis politiques, ce n'est pas forcément le choix des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens ne sont pas dans des partis politiques, et eux, on fait comment d'eux. On fait comment d'eux, mais c'est aussi leur faute. C'est comme j'ai l'habitude de dire, la politique, si vous ne la faites pas, elle vous fait de manière directe. Alors, il faut savoir réellement, soit vous faites la politique, soit vous ne faites pas la politique, sinon elle va vous faire. Nous sommes aujourd'hui dans un régime où on décide de tout et on dit que ce sont les partis politiques qui ont décidé. Et pourtant, la majorité du peuple n'est pas dans un parti politique. Et ce n'est pas normal. C'est totalement anormal. Il faut que ça s'arrête. La CEI doit changer totalement les règles. Et ceci même avant les élections qui arrivent. Je ne sais pas. Il n'y a rien de plus pire que d'éviter, que de vouloir partir avec son pays, c'est-à-dire dans l'abîme. Aujourd'hui, tout le monde sait. C'est un secret de polichinelle que la Côte d'Ivoire, la direction où elle est en train d'aller là, c'est la pire et la plus mauvaise des directions. Elle va tout de suite dans un ravin, elle va tout de suite dans un gouffre, elle va tout de suite dans la merde. Et tout ça pourquoi? Pour une CEI qui manque de courage. Mais croyez-moi, ce n'est pas que la CEI manque de courage. La CEI privilégie et sécurise son pain quotidien. Si Koulibaly Kubier décidait de faire bien le travail, pour lui, il va rater son travail. Il va se voir renvoyer. Il n'aura plus de quoi manger. Pour Koulibaly Kubier, pour qu'il continue à manger, il faut que Ouattara soit toujours là. Pour qu'il porte des grosses vestes, qu'il soit toujours bien vêtu, qu'il soit toujours à l'aise, il faut que M. Ouattara soit toujours là. Alors Koulibaly Kubier ne se voit pas. Une seule seconde, organiser une véritable élection. La véritable élection pourrait faire venir un véritable président. Mais tout pourrait changer, car les lois, tout ça, la majorité au Parlement, tout changera. Koulibaly Kubier n'est donc pas prêt d'accepter ça. Et face à ceci, ce n'est que le peuple qui doit décider. Voilà pourquoi la mobilisation doit être ferme. J'apprécie beaucoup le fait que le président Laurent Gbagbo a dit non à la mobilisation pour déposer la candidature. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Restez serein, restez dans vos positions. On n'a pas besoin de se mobiliser pour ça. Le combat est très important. Les choses qu'il y a à mener devant sont plus importantes qu'un dépôt de candidature. Surtout quand on connaît déjà ce qui va en découdre. Le résultat de la candidature est connu avant même que la candidature soit posée. Il faut vous mobiliser pour ce que vous allez faire après. Pas ce que vous allez faire pendant le dépôt. On n'en a pas besoin. Les combats les plus sérieux sont devant. Ceux qui sont en face, ils veulent nous distraire. Mais on ne doit pas accepter la moindre distraction. L'ONU a déjà dit. Il faut tout faire pour faire respecter les droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Qu'ils ne l'ont pas fait là, ils seront responsables de tout ce qui va se passer parce qu'eux-mêmes n'auraient pas respecté les décisions de l'ONU qui a été claire. La team, quand on a fini de parler, voici donc le débat de la NCI. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.